Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, voici la revue de presse du pôle de Renaissance communiste en France pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Encore une semaine qui aura été marquée par de nombreux événements importants, à commencer justement par l'événement de la semaine. Il s'agit du veto des États-Unis à l'ONU, un de plus, contre un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. C'était l'intitulé de la résolution qui avait été proposée. Comme le rapporte Libération, ce vendredi 8 décembre 2023, les États-Unis ont bloqué une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, malgré la pression du secrétaire général qui a dénoncé la punition collective, c'est gentil d'ailleurs comme expression, infligée aux Palestiniens. Le projet de résolution soulignant la situation catastrophique dans la bande de Gaza exigeait un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Le texte, très court, appelait également à la protection des civils et à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et à assurer l'accès humanitaire. Et Libération précise que le projet de résolution, qui a recueilli 13 voix en faveur, une contre États-Unis et une abstention Royaume-Uni, avait été préparé par les Émirats arabes unis, pourtant alliés aux États-Unis d'ailleurs. Après l'invocation sans précédent par Antonio Guterres mercredi 6 décembre, de l'article 99 de la Charte des Nations Unies permettant au secrétaire général d'attirer l'attention du Conseil sur un dossier qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mais les Américains, alliés d'Israël, ont répété leur hostilité à un cessez-le-feu. D'ailleurs, c'est une répétition qui dure depuis des décennies. On appréciera l'argument selon lequel le maintien de la paix serait en danger si cette résolution avait été adoptée selon les États-Unis, bien sûr. Parce qu'on l'aura compris en réalité pour ces derniers, ainsi que pour la théocratie fasciste israélienne, dixit d'ailleurs le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, et ainsi que pour les soutiens inconditionnels d'Israël comme la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet, il n'y a pas de guerre en ce moment pour tous ces gens-là, ni d'ailleurs depuis 75 ans. Ce vote de la part des États-Unis a suscité le courroux de Médecins sans frontières, exaspérés, et qui déclarait le vendredi 8 décembre l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies et les vétos des États membres, notamment des États-Unis, les rendent complices du massacre en cours. It's very critical. It's every single minute. When the doctors tell us about what's going on in the hospital, they use themselves the word hell. This brutal annihilation of an entire population's health system stretches beyond what humanitarian aid can fix. So situation is very, very bad. We need help. No one hear us. Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire! Η Βόρεια Γάζα σβήνεται από το χάρτη. إن المستشفيات تتحول إلى مقابر أمام أعيننا. They are being striked, shot at, encircled and raided, killing patients and medical staff. We've seen our own staff, our colleagues, and their family members killed. Somos testigos de cómo se deshonra abiertamente el principio fundamental de humanidad. Als de bommen hen niet doden, zullen infectieziekten en honger dat wel doen. So we're here in solidarity of our colleagues that have been lost, our colleagues that keep going to work knowing the dangers, and we're here for the patients that don't have any voice. Stop now! Indiscriminate and relentless attacks must stop now. The forcible displacements must stop now. The assaults on hospitals and medical staff must stop now. The siege and the restrictions on aid must stop now. Même le monde, pourtant peu suspect de sympathie envers les Palestiniens, déplore qu'Israël se perd dans le carnage de Gaza et que le châtiment infligé par Israël envers une population tout entière se prolonge. Tout ceci est somme toute logique puisque l'État hébreu se déchirait déjà avant le 7 octobre 2023 à propos du socle de son contrat social, précise Le Monde. La place du droit sous les assauts d'un courant ultranationaliste et messianique qui le ronge depuis plus d'un demi-siècle. Et Le Monde de déplorer leur humanité attendra. Mais depuis quand existe-t-il dans le fond une once d'humanité au sein de l'Axe-OTAN, alors que la haine du genre humain est l'essence même de ses plus fanatiques défenseurs, aussi bien l'extrême droite le péno-zémouriste que la Macronie,
qui, faut-il le rappeler, en janvier 2020, refusa la prolongation du congé pour deuil après la mort d'un enfant, une prolongation qui passerait de 5 à 12 jours. La haine du genre humain, Israël et les États-Unis l'incarnent parfaitement. Cette haine du genre humain permet malheureusement de faire d'ailleurs le lien avec le chiffre de la semaine, à savoir 3 millions. 3 millions, c'est le nombre de travailleurs qui décèdent chaque année en exerçant leur emploi dans le monde. Un chiffre rappelé après que se soit tenu le 23e congrès mondial sur la sécurité au travail à Sydney fin novembre dernier. Mais un autre chiffre attire l'attention. La France avait le pire taux d'accidents de travail mortels de l'Union européenne en 2019 avec 3,53 morts pour 100 000 travailleurs d'après Eurostat. En 2021, elle était 4e avec un taux de 3,32 morts pour 100 000 travailleurs. Il y a environ 2 morts par jour dans l'Hexagone et Outre-mer selon le ministère du Travail. Et RTL précise qu'en 2021, l'assurance maladie a recensé 645 morts au travail et environ 600 000 accidents au total, hors accidents de trajet et maladies professionnelles. Néanmoins, l'organisme ne compte que les emplois du secteur privé, soit environ 20 millions d'emplois, et non ceux du secteur public, qui englobe approximativement 10 millions de postes ou des statuts à part. C'est bien dommage parce que ça gonflerait bien les chiffres. Car évidemment, cela laisse entendre que le nombre est certainement bien plus élevé. Et d'ailleurs, RTL ajoute que c'est ce qu'explique Mathieu Lépine, auteur en 2019 de L'hécatombe invisible, enquête sur les morts au travail. Ce dernier recense les accidents du travail mortels en France et lutte contre l'invisibilisation des victimes dans les médias et plus largement dans la société. Sur son compte X, ancien Twitter, nommé « Accident du travail, silence des ouvriers meurent ». Contacté par RTL, Mathieu Lépine explique « Je ne critique pas leurs données, je critique juste le fait qu'on les utilise toujours comme étant la réalité alors qu'en fait, la réalité est inévitablement supérieure à ça, puisque 10 millions de personnes n'entrent pas dans ces chiffres-là, à savoir les emplois du secteur public et dépendants d'autres caisses. Par exemple, les marins-pêcheurs, les auto-entrepreneurs ou les bûcherons ne sont pas compris dans les chiffres de l'assurance maladie, alors que ce sont des professions très touchées par les accidents du travail. Le compte X d'ailleurs de Mathieu Lépine offre l'occasion de découvrir malheureusement que les victimes sont souvent très jeunes, et parfois même mineurs. À l'image d'un jeune alternant agricole de 18 ans mort le 8 novembre 2022, tandis que le pronostic vital d'un apprenti de 17 ans était engagé après une chute sur un chantier le même jour. Raison de plus pour défendre en particulier les inspecteurs du travail sous pression du patronat et du pouvoir. Et l'on pense ici en particulier à Anthony Smith, qui a publié, il y a quelque temps de cela, 918 jours, pour raconter 2 ans de combat d'un inspecteur du travail sanctionné dans l'exercice de ses fonctions. Eh oui, il avait le tort de tenter de faire son travail. Mais aussi pour rejeter, raison de plus pour rejeter toutes les contre-réformes, comme celle actuelle sur l'assurance chômage. L'image de la semaine, à présent, elle nous vient de l'Élysée et elle nous montre Emmanuel Macron en train de célébrer Hanouka. Cette photographie en date du 7 décembre 2023 donc montre Emmanuel Macron, qui est censé être le garant des institutions de la République, selon la Constitution, assister le grand rabbin de France à une Corsia. L'invitation ne portait pas sur cette fête religieuse et à l'occasion de ce prix, il y a eu cet allumage de bougies. Je pense que c'est une erreur et qu'elle n'aurait pas dû se produire. En train d'allumer une bougie et entonner un chant en hébreu pour célébrer le début de la fête juive Hanouka. De quoi alimenter les accusations de violation de la laïcité par Emmanuel Macron, au point que même Yonatan Arfi, le président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, estime qu'effectivement, ce n'est pas la place au sein de l'Élysée d'allumer une bougie de Hanouka, parce que l'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux.
À vrai dire, Emmanuel Macron a une conception de la laïcité spécifique à la droite, c'est-à-dire en fait une conception anti-laïque de la laïcité, et qui invoque uniquement la laïcité pour cibler spécifiquement l'islam, et je dirais même plus encore les musulmans. Non pas que l'islam d'ailleurs doit échapper au régime de la laïcité, n'en déplaise d'ailleurs aux islamistes. Au contraire, l'islam doit y être soumis de la même manière que toutes les autres religions. En revanche, contrairement aux pratiques de la droite dans ses différentes composantes, de Le Pen, Zemmour à Macron, il est hors de question de transformer la laïcité en arme de guerre dirigée contre les musulmans, et parallèlement de violer allègrement la laïcité dans d'autres situations. En fait, Macron ne fait que traduire la conception philosophique de l'extrême droite au sujet de la laïcité. Car l'extrême droite a toujours combattu la laïcité qui, à l'origine, rappelons-le, visait à mettre fin au pouvoir politique de l'Église catholique, et même au pouvoir sur l'ensemble de la société d'un point de vue citoyen, si j'ose dire. C'est aussi d'ailleurs cette vision que Macron rappelait en avril 2018. Rappelons qu'en avril 2018, il voulait réparer le lien abîmé entre l'Église et la République. Donc nous voyons bien que sa conception de la laïcité, elle ne correspond pas du tout à ce qui est préconisé dans la Constitution. Et ce n'est pas une surprise que la laïcité soit dans le fond violée par qui? D'abord par les autorités de l'État. Prenons le cas du préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, qui vendredi 11 août 2023 avait participé aux côtés de Robert Ménard, maire d'extrême droite, à la messe catholique d'ouverture de la feria de Béziers. Preuve s'il en est encore une fois. Que la laïcité est bien une arme d'émancipation au passage. Qu'une gauche patriotique et populaire doit défendre contre toutes les attaques obscurantistes, à commencer par celles qui émanent de l'extrême droite et de la Macronie. La personnalité de la semaine à présent, il s'agit de Gabriel Attal, encore lui, qui annonce un électrochoc pour l'éducation nationale. Cette annonce a été faite le mardi 5 décembre 2023 par le ministre de l'Éducation nationale après la publication de l'enquête PISA de l'OCDE, qui pointe en France une baisse historique du niveau des élèves de 15 ans en mathématiques et des résultats guère meilleurs en compréhension de l'écrit. Certes, c'est la dégringolade générale, car on note une chute inédite avec le score moyen de tous les pays qui est donc en forte baisse sur un échantillon de 690 000 jeunes de 15 ans, évalués dans 81 pays ou territoires. Depuis la dernière édition en 2018, la note en mathématiques baisse ainsi de 15 points pour atteindre 480 points cette année 2023 en moyenne. Une chute historique puisque les écarts d'un cycle à l'autre atteignaient au pire 4 points jusqu'à présent. Mais en France, le déclin est encore plus fort, avec 19 points de moins en compréhension de l'écrit, 474 points, et même moins 21 points en mathématiques, 474 points aussi. Le test a été passé au printemps 2022 par 6800 élèves en France, la plupart tirés au sort parmi des classes de seconde. Bref, nous l'aurons compris, une véritable hécatombe, qui ne surprendra pas, tant elle traduit les effets logiques des contre-réformes eurolibérales, comme le rappelle à raison Georges Gastaut sur le site Initiative communiste. Dénonçant les Jospin Allègre, Châtel d'Arcos, Vallaud-Belkacem, Blanquer, Ndiaye et compagnie, Attal en quelque sorte, et leur politique scolaire d'euro-austérité, de compression des traitements, de destruction du métier d'enseignant, d'abandon des personnels par les instances hiérarchiques, de dévaluation des diplômes, de passage en classe supérieure quel que soit le niveau, non atteint plutôt qu'atteint d'ailleurs, de démolition du bac, d'abaissement des exigences scientifiques en matière de définition, de calcul, de démonstration et de rédaction, sans compter la chute de la maîtrise générale de la langue française. Cet idiome jugé ringard et méprisé par les autorités anti-républicaines de l'école justement dite républicaine. Et pour faire face à ça, qu'annonce Gabriel Attal? Tout simplement la fin du collège unique, à travers la mise en place de classes de niveau, et plus encore, de la suppression de certains cours de sciences ou d'histoire-géographie au profit des seules mathématiques et lettres, quitte à encore plus abrutir les classes populaires et bien entendu à davantage accroître les inégalités sociales. La déclaration de la semaine à présent, elle est simple, elle n'est pas très élégante, nous vous l'accordons. Ferme ta gueule. On ne pouvait pas y couper. Cette fameuse déclaration du mercredi 6 décembre 2023, signée Gérard Larcher, le président du Sénat, à destination de Jean-Luc Mélenchon. Il est allé trop loin. Il a été, bien évidemment, même pas trop loin. C'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui, en quelque sorte, par sa parole, crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consoeurs. Et on voit bien avec quelle allusion derrière
eh bien, je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Car Larcher a qualifié d'irresponsable un message de Mélenchon. Celui-ci avait osé qualifier de manipulatrice et fanatique la journaliste Ruth Elkrief. Monsieur Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain, a ajouté monsieur Larcher. Alors pourquoi de telles accusations de la part de Jean-Luc Mélenchon? Tout simplement parce que la gardienne de l'ordre établi, qui est Ruth Elkrief, avait été très agressive vis-à-vis de Manuel Bompard lors d'un entretien dimanche 3 décembre 2023, au cours duquel, comme toujours, Ruth Elkrief ne cessait de fustiger les critiques, pourtant légitimes dans le fond, envers les comportements policiers, et surtout se poser plus que jamais en porte-parole du gouvernement colonialiste et raciste au pouvoir à Tel Aviv. Mais c'était toucher une vache sacrée que de critiquer l'éditocrate Ruth Elkrief, qui a pu compter bien sûr sur le soutien corporatiste des éditocrates et journalistes qui assurent l'ordre établi. Un soutien d'ailleurs a attiré l'attention, celui de Sophie Binet, la secrétaire confédérale de la CGT, qui a déclaré sur France Info, le mardi 5 décembre, « À chaque fois que Jean-Luc Mélenchon s'en est pris aux journalistes, nous l'avons condamné. Traiter une éditorialiste de manipulatrice ou de raciste n'est pas acceptable. Peu importe si l'on partage ou pas l'opinion de Ruth Elkrief, elle ne mérite pas ces accusations et on la soutient. » Donc aucun problème pour Sophie Binet pour hurler comme la meute réactionnaire à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Jusqu'à désormais laisser les insultes fleurir d'ailleurs. Celles de Gérard Larcher ont pourtant heurté au sein même de la Macronie. Le député de la Vienne, Sacha Houlié, estimant que le président du Sénat ne devrait pas dire ça. Ne pas trop heurter non plus. Que Ruth Elkrief soit blessée, soyons clairs, on s'en cogne totalement. Mais que Mélenchon n'en veuille pas fondamentalement à son vieux pote veto, Gérard Larcher laisse davantage songeur. Alors que cela prouve au contraire la nécessité de prendre le pouvoir sur les médias aux ordres qui ne cessent de contribuer chaque jour à la fascisation dans le pays. L'infolute de la semaine, à présent, elle nous amène du côté de Saint-Étienne. Il s'agit du combat des travailleurs du groupe Casino. Puisque France 3 nous apprend que vendredi 8 décembre, plus de 300 établissements pourraient être démantelés. Précisément 291 supermarchés et 52 hypermarchés. Et France 3 indique que selon les informations de nos confrères du Monde, un tandem Intermarché Auchan et l'allemand Lidl avaient présenté le 29 novembre des propositions indicatives pour reprendre une grande partie des magasins sous enseigne Casino, une grande partie des enseignes mises en vente. Tandis que Leclerc s'était positionné sur quelques hypermarchés. En conséquence, les syndicats rejettent le projet de la direction et du trio d'actionnaires qui rachètent le groupe avec l'objectif de vendre l'intégralité des hyper et supermarchés. Ils réclament des investissements et plus de temps pour redresser l'entreprise qui est dans un gouffre financier et souffre d'une dette d'au moins 6 milliards d'euros. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un préavis de grève a été déposé par l'intersyndicale FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE, CGC pour une durée d'1 mois. Un préavis déposé le 5 décembre et qui a débouché sur une forte mobilisation de la part de travailleurs qui, encore une fois, peuvent constater la réalité de ce que l'on appelle le prétendu dialogue social. Et c'est ainsi que plus d'1 millier de personnes s'étaient rassemblées devant le siège historique à Saint-Étienne mardi 5 décembre. Quoi qu'il en soit, c'est un coup terrible pour le Forez, car environ 50 000 salariés travaillent pour Casino en France, dont environ 4 000 dans la Loire. Casino, pour nous, c'est notre enfance, s'exclamait une Stéphanoise en début de semaine. Quand on pense à Casino, on pense Saint-Étienne, ajoute un habitant de la ville ligérienne. La disparition de Casino sonne comme un crève-cœur pour les Stéphanois, et à raison. L'enseigne a été créée dans la ville il y a 125 ans. C'est même la plus ancienne chaîne de magasins français lancée à Saint-Étienne en 1898 par Geoffroy Guichard, qui a d'ailleurs donné son nom au stade du club de football de l'AS Saint-Étienne. Le groupe, une petite épicerie familiale devenue en un siècle un géant de la grande distribution, fait partie de l'histoire de la ville. Et c'est un coup d'autant plus terrible que le taux de pauvreté de la Loire, 15%, est l'un des plus élevés de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Une région exposée évidemment à l'euro-austérité et où les travailleurs doivent être plus que jamais soutenus dans leur combat pour sauver leurs emplois, comme le font les camarades du PRCF de la Loire. L'info facho de la semaine, eh bien restons dans l'ambiance syndicale puisqu'il s'agit de la féroce répression contre les syndicalistes CGT qui ont combattu la destruction des retraites. Et l'Humanité du 7 décembre précise que plus de 1000 CGTistes, dont 17 secrétaires généraux d'organisation de la centrale, sont inquiétés à la suite des actions en lien ou non avec la
contre-réforme, pas une réforme, hein. L'Humanité dit réforme, mais c'est bien la contre-réforme de retraite. Et l'Humanité précise que la CGT paye le prix fort d'être l'un des principaux contre-pouvoirs de la Macronie, avec quelques limites à l'idée de contre-pouvoir, précisons-le. Myriam Lepkiri, secrétaire confédérale CGT, est convoquée vendredi 8 décembre par la gendarmerie de Pontoise, Val d'Oise. En 3 mois, la dirigeante est la seconde membre du bureau confédéral, après Sébastien Ménesplier, le 6 septembre dernier, à devoir répondre d'actions menées par la CGT durant le conflit contre, disons, la destruction des retraites. Au total, plus de 1000 CGTistes sont actuellement inquiétés par des procédures disciplinaires, judiciaires, ou par des convocations par les forces de police. Dans l'énergie, à Elson, 400 plaintes ont été déposées en 2023, se traduisant par des poursuites disciplinaires et parfois par des procès, pour 2 militants à Bordeaux, 3 à Marseille et 6 à Valenciennes. Plus encore, selon les décomptes de la centrale de Montreuil, des procédures ont été ouvertes à l'encontre d'au moins 17 secrétaires généraux de ces organisations. Bien entendu, on ne sera pas surpris de constater que les électriciens gaziers, qui ont été l'un des moteurs du combat contre la destruction des retraites, comme cela a été le cas le 30 mars dernier à Lille, le PRCF était d'ailleurs présent aux côtés des travailleurs pour l'occasion, eh bien, ce n'est pas une surprise que ce soit les plus ciblés. Cette répression frappe d'ailleurs les autres secteurs combatifs, comme les cheminots, les raffineurs, les dockers, ou encore les travailleurs des industries chimiques. Finalement, une fois de plus, la démonstration est offerte d'une part de l'impossibilité du pseudo-dialogue social, qui a pour seul objectif d'écraser les travailleurs. D'autre part, du carburant fascisant qu'est la Macronie, en ouvrant la voie à la répression des forces populaires et patriotiques, et ainsi à la montée en puissance de l'extrême droite en France. Face à cette situation, Sophie Binet a adressé une lettre ouverte mardi 5 décembre à la locataire de Matignon, Elisabeth Borne. La convocation de premiers dirigeants de la CGT devant la justice a pour conséquence de décomplexer la répression patronale. Pour la secrétaire générale de la CGT, les employeurs sont ainsi de plus en plus nombreux à tenter, au prétexte de la diffamation, d'interdire l'expression syndicale ou à remettre en cause le droit de grève. Bien. Nous verrons bien si Sophie Binet s'exprimera avec des termes plus offensifs à l'égard de ceux qu'elle a tenus à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon quand celui-ci a osé critiquer Routel-Criff. En tout cas, la preuve est faite une fois de plus de l'indispensable nécessité de reconstruire un syndicalisme de combat et de classe pour reprendre l'offensive face à une Macronie qui est complètement discréditée. Lu au quotidien, un accord qualifié d'historique, c'est celui pour réguler l'intelligence artificielle. Qualifie l'historique par Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur et ancien destructeur accessoirement de Thomson puis de France Télécom sous les mandats de Jacques Chirac. Cet accord a été conclu le vendredi 8 décembre et vise à encadrer l'utilisation et le développement de l'intelligence artificielle. France Info précise qu'il s'agit d'une législation inédite à l'échelle mondiale, qui assurerait la fierté des Européens. Concrètement, cet accord vise à garantir, attention c'est du verbiage, que les droits fondamentaux, la démocratie, l'état de droit et la durabilité écologique soient protégés contre l'intelligence artificielle à haut risque, tout en stimulant l'innovation et en faisant de l'Europe un leader dans le domaine. Je vous avais prévenu, c'est du verbiage. En fait, on retrouve ici le vocabulaire classique de la novlangue technocratique, exactement comme l'exprimait déjà la stratégie de Lisbonne de 2000, qui visait à faire de l'Union européenne, rappelons-le, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Alors dans le cadre présent, ce projet de législation qui a été lancé en 2021 avait été bouleversé par l'arrivée de ChatGPT, illustration du vaste potentiel et des possibles menaces de l'intelligence artificielle générative. Et d'ailleurs, au sein de l'éducation nationale, on s'aperçoit déjà très vite des potentielles dérives. Si l'UE présente cet accord comme historique, l'enthousiasme général est quand même moins prononcé. D'abord parce que, comme le précise Mediapart, l'Artificial Intelligence Act, vous voyez, c'est le nom officiel en tout anglais bien entendu, est surtout un système de déclaration et de certification avec peu d'interdictions. L'encadrement de l'utilisation de la reconnaissance faciale est déjà contesté par certains États, en particulier la France. On ne sera pas surpris. Ensuite, parce qu'en réalité, ce marché de l'intelligence artificielle restera l'apanage de grands groupes capitalistes, qui feront tout pour contourner la très faible réglementation, prévoyant au pire des amendes maximales de 7% du chiffre d'affaires, et gageons que ce montant ne sera d'ailleurs jamais atteint, tandis que les États comme la France n'hésiteront pas, comme toujours, à violer la réglementation. Et d'ailleurs, c'est ce que fait déjà la France depuis un petit moment. Rappelons que
le 20 février 2020 a été adopté le décret numéro 2020-151 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé application mobile de prise de notes. Et selon l'article 2 de ce décret, eh bien, il est possible de disposer d'informations relatives à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale, à la santé, ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Enfin, bien entendu, on ne sera pas surpris de dire que l'intelligence artificielle peut servir, mais à condition d'être gérée démocratiquement par les travailleurs au niveau national. Ça, c'est vrai. Mais l'objectif, c'est surtout pas qu'elle se substitue à l'intelligence humaine, qui, comme l'ont démontré les résultats du classement PISA, elle ne cesse d'être détruite par les forces les plus obscurantistes et technobéates qui soient. Pour finir l'actu idéologique et culturelle, pour finir sur une petite touche d'humour pour une fois, eh bien c'est la vidéo virale qu'a réalisée Malik Bentala, l'humoriste Malik Bentala, en parodiant Pascal Praud et CNews. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Le Hamas, est-ce que vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Le Hamas. Vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Est-ce que le Hamas, vous condamnez le Hamas? Le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous condamnez? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Alors, si vous me laissez en placer une, oui, je condamne les actions du Hamas. Que les choses soient bien claires. Prouvez-le. Une petite touche d'humour joyeux réfléchi, bienvenue pour finir cette revue de presse, avec une parodie, dans le fond pas si parodique, de l'émission L'heure des pros, animée par Pascal Praud, ancien présentateur de téléfoot et commentateur sportif, une émission sur CNews. Cette parodie a été réalisée donc par Malik Bentala et 4 acolytes, et a été visionnée 30 millions de fois en 3 jours, avant qu'une nouvelle vidéo soit publiée comprenant le bêtisier de la parodie. Mais ce n'est pas une parodie dans le fond. Ça ressemble furieusement à la réalité. Le montage est parfait au niveau des titres et des sous-titres, à l'image de questions posées comme « Un policier attaqué dans un lycée, faut-il interdire les élèves ?» Cette parodie représente, outre Pascal Praud, Elisabeth Lévy de Causeur, qui est caricaturée comme une alcoolique, ainsi que l'imam Hassan Chalgoumi, présenté comme un modèle de musulman intégré, pour reprendre le vocabulaire des médias aux ordres. Il sert surtout de musulman modèle pour les chiens de garde, car n'oublions pas que Chalgoumi avait réalisé un ouvrage avec David Pujadas, et l'ouvrage s'intitulait « Agissons avant qu'il ne soit trop tard ». Nous apprécierons au passage la faute syntaxique. Enfin, la parodie met en scène un membre de la Génération Martel, dont le groupe Division Martel a d'ailleurs été interdit par Gérald Darmanin récemment, du moins annoncé. Et le nom de cette personne est très évocateur, puisqu'il s'agit de Di Canio, l'ancien footballeur de la Lazio Rome qui célébra la victoire de son club dans le derby romain en janvier 2005 avec un joli salut fasciste. Tout le fonds de commerce de l'extrême droite y passe. Dans ce sketch, le conflit israélo-palestinien, l'islam, la police, l'insécurité, etc., etc. On passe maintenant à Jimmy Di Canio, qu'on ne présente plus aux téléspectateurs, en tout cas pas aux nôtres. Membre fondateur du groupuscule Génération Martel, entre 2012 et 2014, vous étudiez ensuite en Allemagne, puis devenez volontaire dans les forces armées serbes, où vous serez emprisonné, puis relâché suite à un vice de procédure, hein, c'est ça? Voilà, vous revenez en France en 2020, où vous purgez une peine de 2 ans d'emprisonnement pour négationnisme insistant. Et en 2022, vous revenez sur le devant de la scène avec la création de votre parti politique, le MDF. Ma douce France, bienvenue, Jimmy. Salut mon pote, tu vas bien. Et on termine par Abdelkader. Bonsoir à vous, Abdelkader. Allez, on commence tout de suite. Vous ne commencez pas. Surtout, l'occasion est donnée de montrer le contraste entre le seul invité présent, qui allie logique et réflexion, et qui est caricaturé comme extrémiste et dangereux pour la République, par la brochette de l'eupéno-zémouriste versant dans l'invective, l'insulte, l'irrationnel, l'intimidation, bref, tout ce qui est le fond de commerce de l'extrême droite. Et tout ce qui caractérise dans le fond l'émission du Café du Commerce qui est l'heure des pros. Comme quoi, l'humour reste une arme redoutable que les fascistes et les réactionnaires ne peuvent tolérer. N'oubliez pas d'ailleurs que c'est un certain Vincent Bolloré qui a tout fait pour que disparaissent les guignols de l'info sur Canal+. Raison de plus d'ailleurs pour poursuivre le combat pour la nouvelle hégémonie progressiste culturelle qui s'impose, parce que l'humour est un élément central que détestent les fascistes et les réactionnaires. Et si au PRCF, nos revues de presse ainsi que nos médias ne sont pas toujours très drôles, ils ont au moins le mérite d'informer sur la réalité concrète de la situation. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo une fois de plus sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur X comme on dit, sur Facebook, sur Snapchat, sur TikTok.
bien entendu à consulter le site Initiative Communiste, à vous abonner au journal Initiative Communiste, ainsi qu'à la revue Étincelle, et plus que jamais à rejoindre le combat pour reconstruire un vrai parti communiste dont nous avons urgemment besoin au moment où la fascisation, elle, ne cesse de se décomplexer. Nos combats continuent, camarades.